gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, je rencontre Sarah Tavernier pour parler de ce projet éolien qui semble être avancé, même si on ne comprend pas tout. Et Karine Verpillot vient nous présenter son cercle créatif. C'est à ne pas manquer à Extra Extra. Le 28 février prochain aura lieu le spectacle Martin Levac, Colin Gabriel. Ça va avoir lieu à la salle André Gagnon à 20h. Les billets sont en vente à la salle andregagnon.com au coût de 38 $ et 25 $ pour les étudiants. Il y aura notamment dans le trio Claude Pinault, Hugo Saint-Laurent ainsi que Martin Levac. Claude Pinault est l'un des créateurs de la chanson Mon ange d'Éric Lapointe. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. C'est un spectacle à ne pas manquer. Je suis présentement avec Sarah Tavernier pour parler d'un gros sujet ce matin, c'est-à-dire l'implantation d'éoliennes. On veut faire pousser ça un peu partout dans le coin. C'est peut-être ou peut-être pas une bonne idée. On va regarder ça. Donc, Sarah, toi, tu fais partie d'un regroupement de gens qui ne sont pas totalement d'accord avec ce qui s'en vient. Entre autres, je crois que ça a rapport avec la façon dont c'est fait, si je me trompe pas. Est-ce qu'on a consulté les gens? Qu'est-ce qui bug là, pour commencer? Là? Ouais, en fait, donc on est en effet un collectif de citoyens et citoyennes inquiètes, parce qu'on est parti de zéro. On a entendu dire, chacun de notre bord, à un moment donné, qu'il y avait quelque chose de projet éolien qui se mettait en place dans le Kamouraska, au-dessus, dans les terres, dans les forêts au-dessus du Kamouraska, mais aussi du côté de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, etc. Ça a commencé comme ça, vraiment de petites informations. Puis on s'est dit, ah oui. Puis on a commencé à faire chacun de notre côté des recherches en se disant, ah mais en fait, c'est pas des petits projets, c'est des gros projets. Puis ça comprend combien d'éoliennes, c'est où exactement, est-ce que c'est sur des terres publiques, des terres privées? Pourquoi, c'est quel argent qui est engagé là-dedans, qui va payer? Il y a tellement... En fait, c'est parti vraiment de rien. Et je pense, comme tout le monde, on apprend une information, puis il y a comme quelque chose qui émerge. Il y a automatiquement des questions qui se sont posées. Et en faisant nos recherches, on a découvert qu'il y avait une multitude de questions. Et il y en a beaucoup où, en fait, on n'arrivait pas à avoir de réponse. La réponse n'existe pas encore, finalement, ou elle est juste pas donnée, finalement. Ah oui, c'est ça, en fait. Il y a des fois, en fait, l'information existe, mais bon courage pour la trouver. Ils font ça subtil, là. Je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais il y a clairement une volonté d'aller vite. Oui. Ça, c'est ce qu'on ressent. Et depuis qu'on en parle, on réalise qu'on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que le collectif qui pense ça. Il y a d'autres personnes en dehors du collectif qui le pensent aussi. Il y a des instances qui semblent un peu dépassées aussi par l'avancée de ces projets-là. Et en fait, moi, j'ai dû lire, par exemple, des rapports de 300 pages pour essayer de trouver une information qui a été déposée. Donc, c'est pas du tout vulgarisé. Mais non. Donc, qui va avoir mercredi soir pour dire, tiens, je vais lire 300 pages pour être sûr de bien m'impliquer dans mon environnement? Moi, je l'ai fait, mais oui. Ça fait des gros jeux de mots. Et je sais que je suis pas la seule, mais faut s'accrocher. Et ça, je trouve que c'est... Tout de suite, en tout cas moi et d'autres, on s'est dit mais c'est pas normal. Non. Pourquoi on doit faire tout ce travail-là? Pourquoi on doit essayer de se dire ah j'ai trouvé l'information, elle est là et tout. Donc oui, il y a des informations qui des fois n'existent pas, d'autres qui ne sont pas claires et c'est ça. En fait, on est parti de là pour dire la réaction tout de suite, c'est dire il nous manque ces informations-là, stop. Ouais. C'est pour ça qu'on a tout de suite affiché le fait que non, on est contre. Il y a deux bases. De l'information pas claire grises, et ça va trop vite. Ça, c'est pour ça que tout de suite, on s'est dit non, on veut pas, on est trop inquiet, il y a trop de questionnements. Ouais. Et dans ces questionnements-là, entre autres, je pense que le côté, est-ce que les municipalités sont prêtes à recevoir ce genre de projet-là? Est-ce qu'ils ont tous les dossiers en main et tout ça?
Alors, en effet, c'est une question qu'on s'est posée, se dire est-ce que nos élus sont eux-mêmes bien informés? Oui. Il y a on a l'impression qu'il y a deux types. Il y a, par exemple, Monsieur Lagacé, qu'on va rencontrer très prochainement, qui lui semble être informé parce qu'il prône vraiment l'éolien. OK. Il est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, directeur de l'Alliance de l'Est, qui fait la promotion justement de l'Alliance de l'énergie de l'Est, pardon, qui fait la promotion de ces projets. C'est pour ça qu'on a vu d'un seul coup arriver dans les journaux le Kamouraska aura ses éoliennes. Ben oui. Oui, comme des choses Comme déjà acquises. réglé, ouais. C'est déjà acquis. Il y en a qui en jasent à quelque part, pareil. Là. Oui, ouais, bien sûr. Mais, oui, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même un décalage. Donc, par exemple, il y en a qui semblent être vraiment au courant, puis d'autres, d'ailleurs, qu'on a sollicités. On a écrit des courriels à des élus. On a aussi envoyé des lettres, justement, pour sonder, pour déjà donner notre avis, mais aussi pour essayer de savoir est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils comprennent, en fait, c'est quoi leur engagement en tant que municipalité, ce qu'ils nous représentent, en fait, justement. Donc, comment ils se sont engagés, c'est quoi les informations. En fait, on a besoin, clairement, on s'est tourné de façon démocratique vers nos élus pour essayer de savoir ce qu'il en était. Donc là, on est dans la phase où, justement, on en rencontre pour certains, on attend des retours pour d'autres. Ouais. Et là, dans le fond, je me demandais, pour les gens aussi qui sont peut-être... se questionnent sur pourquoi on est frileux sur ce genre de choses-là. L'énergie verte qu'on appelle comme l'éolienne, en réalité, l'impact de ça sur l'environnement, est-ce que c'est si green ou... Alors, voilà, moi, je suis voilà, une citoyenne comme tout le monde qui n'est pas experte là-dedans, mais c'est sûr qu'en creusant un peu, on parle souvent d'énergie verte, mais maintenant, le terme énergie fossile plus commence à être employé pour ces énergies-là. Okay. C'est des énergies fossiles plus, c'est-à-dire qu'en fait, elles nécessitent, elles aussi, de l'extractivisme pour pouvoir être mis en place. Construire une pale d'éolienne, ça demande différents produits qu'il faut aller chercher. J'imagine que ces palmes d'éoliennes-là ne se décomposeront pas demain matin non plus. Non, moi, j'ai souvent entendu parler que c'est recyclable au Québec, mais en fait, il a fallu... j'ai fait juste 2 recherches pour comprendre qu'en fait, non, elles ne sont pas recyclables, mais il y a des recherches qui visent à ce qu'elles le soient, à utiliser des matériaux qui le soient. Donc, okay. Dès qu'il y a du flou, justement, c'est sûr que tout de suite, on a des inquiétudes là, par rapport à ça. Mais il y a le côté création, fabrication des matériaux, et aussi fin de vie, en effet. Oui. Donc ça on ne peut pas dire que c'est complètement vert. Oui. Et sans parler de la destruction du terrain pour le mettre. Là, et l'autre partie, c'est ça, c'est l'installation. Donc, on parle de territoires qui sont très importants pour la biodiversité, important de protéger, important de ne pas fragmenter. Oui. Ça, c'est des éléments qui sont vraiment essentiels, parce que ces corridors phoniques, ces zones de biodiversité sont vraiment essentielles. Et là, on arrive avec des infrastructures qui vont ouvrir des grandes voies d'accès. C'est de la déforestation, passer un pylône d'éolienne. C'est immense, hein? C'est environ, pour ceux qui ne comprennent pas, là, quand on veut passer une éolienne avec son troc, là, c'est presque la 20 de large. C'est très large. Exact. Et en fait, on parle d'éoliennes de 200 mètres dans ces projets-là. Parce que là, il y a comme actuellement en cours, il y a 3 projets qui ont été déposés. On parle d'éoliennes de 200 mètres avec les pales, si je ne me trompe pas, un pied de 120 mètres, c'est ça, il va falloir le faire passer, et plus les pales. Donc c'est sûr qu'il faut des chemins larges et aussi solides, parce que ça demande du transport de matériaux qui est quand même assez lourd. Déforestation, pontons au-dessus de milieux humides, cours d'eau, c'est des choses, des enjeux, là, des impacts sur la faune, la flore qui sont... qui vont être évidents. Puis moi, personnellement, ça c'est une question que je me pose, c'est que ces axes-là laissent ensuite, c'est des axes pour rentrer aussi sur un territoire et pourquoi pas poursuivre une déforestation par la suite.
les chemins sont ouverts, pourquoi pas ensuite aller tout simplement profiter de la ressource qu'on appelle de bois. Oui, l'enjeu environnemental est clairement en question. Et c'est pas comme ça du tout qu'on nous l'a présenté, en fait. On aura des éoliennes, c'est beau. Ouais. Et ça, encore là, c'est une autre question. Est-ce qu'on a envie de le voir ou non? Mais la question derrière ça aussi, c'est à quel point est-ce qu'on en a besoin? Parce que je sais que l'électricité des éoliennes, c'est une grosse histoire, là, mais c'est pas nécessairement aussi efficace que celle qu'on peut emmagasiner et accumuler dans près de nos barrages. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti en disant, il nous faut ces éoliennes-là? Ouais, non, mais en fait, moi, je trouve que ça pose toute la question au niveau de la transition énergétique dont on entend beaucoup parler. L'importance de trouver une solution pour remplacer le pétrole, etc. Il n'y a pas que le Québec qui se pose cette question-là. Oui. Et en fait, ces 3 projets-là répondent à un appel d'offres d'Hydro-Québec. Okay. Donc, Hydro-Québec souhaite justement ouvrir le réseau électrique à des projets éoliens. Donc, il y a un appel d'offres. Là, on a Invenergy, qui est une des compagnies, et Énerfin pour le Mont Citadelle, pour la partie Citadelle, on va dire, au-dessus de Rivière-du-Loup, qui ont répondu. Eux, leur but, c'est clairement, c'est ça, d'alimenter, d'apporter plus d'électricité. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, souvent, ça ne remplace pas l'énergie fossile, le pétrole, ça vient en complément. C'est des choses qu'on observe, et ça, c'est pas nouveau. Et on parle de transition, mais alors, non, ça vient juste en complément. C'est un parc électrique supplémentaire qui va pas nous faire réduire d'autres choses pour le moment. Et c'est ça, il y a toute la question de la transition énergétique qui, même selon moi, n'a pas été clairement débattue ou réfléchie avec les citoyens, les citoyennes du Québec. Et là, ce serait quoi la prochaine étape là, pour votre groupement et pour ceux qui adhèrent à l'idée? Ouais, alors ce qu'on propose, c'est sûr que là, nous, on a affiché ouvertement qu'on était contre, parce que on trouve que ça va trop vite. Trop vite. Et d'un autre côté, on a entendu dire qu'il fallait que ça aille vite dans tous les cas. Oui, mais non, ça va trop vite et on a besoin, deuxièmement, c'est de répondre à nos questions. Là, je vous ai parlé d'une panoplie d'enjeux qui concernent l'environnement, qui concernent l'investissement, les retombées. Est-ce que c'est aussi qui concerne la transition énergétique? Est-ce que c'est comme ça qu'on entend faire notre transition énergétique? Une multitude des questions. Et tant qu'il n'y a pas de réponse claire et de réel, en fait, accord, je sais plus le terme qui est employé par rapport à l'acceptabilité sociale. Si tout ça n'est pas compris, qu'il n'y a pas de réponse claire et pas d'acceptabilité sociale, on restera contre. D'accord. Donc, on invite les gens à se poser la question et entendu à suivre le dossier. Donc, soyez alertes. Pour terminer cette belle entrevue, j'ai un petit jeu pour tous mes invités, le GéoJeu. Donc, est-ce que tu veux peut-être me dire où est-ce qu'on est? Hey, sérieux, je sais où ce qu'on est, puis de cette vision-là, j'avoue que j'aurais pas été... Est-ce que... c'est une... garage comme ça? Ouais, non, ça me... J'ai comme un endroit en tête, mais non. C'est le garage Camille Dumais. En fait, c'est la quincaillerie Camille Dumais à Saint-Pascal. Donc, c'est rare qu'on la voit à travers les arbres comme ça. Ah ouais, d'accord, vraiment. Oui, là, maintenant, je reconnais tout de suite. Ouais, évident. Donc, écoute, merci Sarah. Et puis, en espérant qu'on puisse faire la lumière sur toutes les zones grises de ce sujet-là, qui quand même est important. Donc, bonne chance. Oui, merci beaucoup. Puis pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Tourne pas chez nous. Tourne pas chez nous. Voilà. Où en fait, on essaye de partager les infos qu'on arrive à collecter et aussi à proposer des rencontres pour ceux et celles qui voudraient s'informer aussi. Excellent. Merci beaucoup. La saison 2023-2024 du circuit senior du KRTB vient de se terminer et les séries éliminatoires sont déjà commencées. Alors, je vous propose de faire un petit bilan de cette saison 2023-2024. Tout d'abord, le circuit accueille une 6e équipe cette saison. En effet, les Panthères du Haut-Madawaska connaissent une première saison désastreuse avec un bilan d'aucune victoire, 14 défaites et un revers.
ce qui les pousse naturellement vers le dernier rang du classement général. Ensuite, contrairement à l'an dernier, le frontalier construction unique du transcontinental connaît une excellente saison et termine au premier rang. Ils ont donc le droit au passe-droit pour la deuxième ronde des séries éliminatoires. Ensuite, le transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien connaît encore une fois une excellente saison et termine pour la troisième saison consécutive au deuxième rang du classement général. Ils ont donc eux aussi leur passe-droit pour la deuxième ronde des séries éliminatoires. L'équipe finaliste de 2022 est bien décidée à aller chercher les grands honneurs cette année. Les Seigneurs de la Pocatière, les champions en titre, se contenteront de la troisième place du classement général cette saison. Ils affronteront donc les Panthères du Haut-Madawaska en première ronde des séries éliminatoires. Est-ce que l'équipe peut aller chercher un troisième titre d'affilée? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Ensuite, l'Impérial de Saint-Pascal connaît encore une fois une saison assez compliquée. En effet, pour la deuxième saison consécutive, l'équipe termine au 5e rang du classement général. Espérons pour eux qu'ils sauront se surpasser en séries éliminatoires. Et pour finir, les Prédateurs carquistes du Témiscouata terminent au 4e rang du classement général. Ils affrontent donc l'Impérial de Saint-Pascal en première ronde des séries éliminatoires. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre petit bilan de cette saison 2023-2024 du circuit senior du KRTB. Et vous à la maison, qui voyez-vous gagner les grands honneurs cette année? Ouh! Magie! Il faudrait que je me ramasse des confitis. Oui! Ah oui, c'est vrai! Le gars, il est trop dedans. Ah, ça là, serait je beau! peux pas. Mais non, mais en fait, ça serait celui qui... OK. Let's go! J'ai presque la même voix que toi, là. Intéressant. Je suis avec Karine Verpillot pour parler de cours d'art, de cercle créatif en réalité. Donc, Karine, si je comprends bien, tu offres à des gens de venir un peu toucher à la créativité, exploser les idées, ce genre de choses. Exact. On s'amuse, en fait. Les cercles créatifs, c'est quoi? À la base, c'est parti d'un mot. Épanouissement. Parce qu'autour de moi, j'ai beaucoup de monde qui me dit que je suis épanouie. Alors, tu sais, j'ai jamais... Mais, Comment ça, donc? Ben, tu sais, je me suis dit, comment ça? Qu'est-ce qui fait que je suis épanouie? Puis, finalement, c'est ça, moi, je suis beaucoup... je pense que tout le monde veut être épanoui. Tu sais, c'est pas juste pour moi. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je pourrais faire ma part de colibri puis que les autres soient épanouis aussi? Ça, c'est important pour moi. Et je me suis dit, c'est être qui je suis. Alors, c'est utiliser mes forces. C'est l'art, la créativité, les mots, la spiritualité. Et puis, en toute bienveillance, en simplicité aussi. Puis que ce soit accessible à tous. Ça, c'est important pour moi aussi. Alors, c'est ça que j'ai créé. Les cercles créatifs, c'est ça. On appelle ça plus communément des ateliers exploratoires de peinture. Oui, et puis, oui, on parle de peinture, bien oui, entendu. c'est ça, de peinture. Mais ça va plus loin que ça, en fait. C'est vraiment... on va toucher les choses qui sont importantes pour moi. Le surcyclage, donc l'écologie. Je réutilise des cadres dans ma pratique à moi en tant qu'artiste peintre. Des cadres, des toiles qui sont laissées de côté. Et moi, je les réutilise pour leur donner une autre vie, les remettre en lumière. On va utiliser aussi, c'est ça, la peinture, vu que moi, c'est ça que je fais, je suis artiste peintre. Et puis, les mots, jouer avec les mots, les couleurs, la créativité, la spiritualité, parce que c'est moi. Et je me suis dit, si je suis épanouie avec ça, je suis... Ça se partage, peut-être. Exact, c'est ça, ça se propage. Puis, donc, c'est ça que ça donne, en fait. Et c'est propagé pour... des personnes souvent, pour les adultes en général, parce que la vie étant ce qu'elle est, c'est rough parfois. Puis ces cercles-là, ça permet de... Il y a un petit côté exutoire, finalement. Exact, Oui. tout à fait. Exutoire, arrêter le temps, profiter du moment présent, s'amuser. C'est pas parce qu'on n'est plus un enfant qu'on n'a plus le droit de s'amuser. Donc c'est vraiment aller chercher ce côté ludique-là, ce côté je suis dans le moment, je m'arrête, j'écoute. Et c'est pas un concours, c'est pas une performance, c'est vraiment un moment avec soi. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres personnes. Et puis ça crée quelque chose parce que c'est des sessions de 3 cours d'1 heure. Et donc ça évolue avec le temps.
on n'est plus pareil la première fois qu'on vient versus le 3e cours. Oui. Et ça, c'est génial parce qu'on peint, mais ça va au-delà de ça parce que j'utilise, c'est ça, mes forces, la douceur, la spiritualité, faire sortir de la zone de confort aussi, rire, pas se prendre au sérieux et puis partager avec une gagne la vibration du moment. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, ça ressemble à quoi concrètement? Concrètement, on arrive, c'est ça, c'est à Saint-Pascal. Il y en a un à la Pocatière et un à Saint-Pascal. À la Pocatière, ça commence le 19 février. À Saint-Pascal, à la gare, c'est le 18 mars. Donc, c'est à la gare? Oui, à la gare, oui. C'est un beau c'est endroit, vraiment un bel espace pour ça. Et puis, donc, on arrive, on s'installe, on choisit sa toile, qui est déjà comme une toile qui a déjà été utilisée. Donc déjà, c'est un peu déstabilisant. Et puis, on va aller peindre, choisir les couleurs, les textures. Il y a du bois flotté, des choses que moi, je récupère parce que c'est ça aussi ma pratique. Oui. C'est de réutiliser ce que j'ai autour de moi. Et donc, il y a un contexte, il y a un mot vibratoire qui va être un focus pour tous les trois cours. Et on va utiliser ce mot-là à différents niveaux. Donc, autant avec les couleurs, les mots, le questionnement, les silences, la musique. Il y a de la musique aussi, douce. Mais je ne dévoile pas le punch parce que je veux que ça donne le oui, c'est ça. On va garder un peu de suspense. Oui. Donc, les gens qui t'écoutent en ce moment et qui se disent « Mon Dieu, mais je veux faire ça », c'est-tu encore possible de s'inscrire? Yes. Comment est-ce qu'on fait? La meilleure façon pour me rejoindre, c'est vraiment d'aller sur ma page Facebook, Karine Verpillot, et puis m'écrire un petit mot doux. Vraiment dire, moi, j'aimerais ça venir, comment ça se passe, ça coûte combien, est-ce que je dois être forcément douée en peinture, en dessin, est-ce que je dois savoir méditer, tout ça? Ben non, c'est accessible à tous. Fait que c'est ça le fun, voilà. OK. Ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse, on rappelle les dates, ça se passe... Alors, à la Pocatière, c'est le 19 février. 19 février. C'est où, à la Pocatière? C'est au centre de zoothérapie et du Kamouraska. Tu as vraiment été chercher tes spots oui. zen. Puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, je rencontre des belles personnes. Donc, ça fit avec l'événement, en fait. Good. Ouais. Donc, si jamais ça vous intéresse, Karine Verpillot sur Facebook. Et bien entendu, avant de terminer, j'ai pas le choix de te faire le petit jeu. Ben oui. OK. J'espère que je me rappelle plus si tu l'avais eu la dernière fois, mais là, c'est le moment. Là. OK. Ça, je pense, ça se peut-tu que ce soit à Saint-Alexandre? Non. Oh. C'est à Mont-Carmel. On est à l'école d'équitation Léonie Dumont, en fait. Je connais pas. Connais pas. Bon, donc, tu viens de découvrir un autre coin de pays. Un endroit à aller. Merci beaucoup, Karine. Merci et pour nous, toi. c'est déjà tout cette semaine. Grosse émission bien remplie. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye. Bye.